Ce n'est pas tous les jours qu'on fonde une nouvelle collection et nous sommes très heureux de vous présenter la nouvelle collection qui voit le jour actuellement, qui s'intitule Bibliothèque médiévale. Alors pourquoi parlons-nous d'une bibliothèque médiévale? Tout simplement parce que nous entendons proposer une bibliothèque idéale sur l'histoire et la société médiévale. Je suis historien et je considère que tout texte est source d'histoire. C'est dans cet esprit que cette collection a été créée. Il s'agit d'une collection médiévale qui nous apporte des textes fondamentaux pour éclairer l'histoire et la civilisation du Moyen-Âge. Toute source est historique, donc il peut très bien y avoir dans cette collection des textes plutôt littéraires, des textes philosophiques qui ont vocation à être accueillis, mais à la condition qu'ils n'éclairent pas simplement une question particulière, une question de doctrine par exemple, mais qu'ils soient le reflet de la civilisation médiévale dans un sens beaucoup plus large. Depuis le 5e siècle jusqu'au 15e siècle, pour retenir les frontières classiques, l'espace fondamental est au début de la collection l'Europe occidentale, mais je voudrais dire que finalement, ce qui est au cœur de la collection, c'est l'Europe de manière très très large, que son histoire soit éclairée par des textes rédigés en Occident, par des textes rédigés à Byzance ou par des textes rédigés dans l'espace musulman. Donc le point commun, c'est l'histoire du continent européen au Moyen-Âge, dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. Il s'agit de textes qui sont proposés en traduction, mais dans une traduction qui permet véritablement de comprendre le texte. Et donc, ces sources qui seront publiées dans la bibliothèque médiévale feront l'objet d'un commentaire très approfondi, d'une présentation fouillée dans l'introduction. Nous entendons publier une collection idéal du Moyen-Âge, c'est-à-dire publier des volumes qui, chacun à sa manière, est représentatif d'un aspect de la culture ou de l'histoire médiévale. Et donc l'introduction se devra de présenter ce qui fait l'intérêt historique, ce qui fait la particularité de cette source. Dans les notes en bas de page, eh bien, nous aurons diverses informations, alors bien entendu des identifications de personnes, de lieux, d'événements auxquels il est fait allusion, mais aussi des développements qui permettent véritablement d'expliquer le texte, quitte à faire référence à la langue originelle, qui peut être du latin, du grec, de l'arabe, que sais-je, tout simplement pour guider le lecteur, pour attirer son attention sur l'originalité d'une expression, la difficulté qu'il y a à traduire tel ou tel terme, l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans l'emploi de tel ou tel terme. Et donc, ce commentaire est véritablement un éclairage sur le document. Il s'agit d'une réflexion sur la source et d'une introduction à une meilleure compréhension des textes. Le public auquel nous nous adressons, bien c'est tout simplement le public qui très généralement s'intéresse au Moyen-Âge, mais aussi un public d'étudiants ou un public de chercheurs. Dans les premiers temps, la première année, nous publierons des volumes qui sont exclusivement en rapport avec la question d'agrégation d'histoire. Et au cours des années suivantes, je souhaiterais qu'il y ait toujours à peu près un volume par an qui soit en rapport avec la question d'agrégation ou avec la question de CAPES. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le contact immédiat avec les sources est absolument essentiel. Je souhaite qu'il y ait une grande diversité typologique des textes qui seront publiés, des textes historiographiques, alors cela peut être des chroniques, des annales, des histoires, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un événement particulier, l'histoire d'un établissement, par exemple d'une grande abbaye. Cela pourrait être des textes en prose, mais aussi des textes en vers. Il y a notamment certaines épopées qui sont tout à fait fondamentales pour la compréhension d'un événement particulier. Il y aura des textes narratifs, des vies de saints, des récits de visions, des récits de voyages, etc., mais aussi des textes législatifs, des textes juridiques,
par exemple des chartes et diplômes, pour montrer quelle est la diversité du Moyen Âge. On pense bien entendu à des documents authentiques, mais aussi à des faux, puisque les faux sont parfois de très bons révélateurs de l'évolution des mentalités, de l'évolution de la société. Les premiers volumes qui vont paraître sont représentatifs de cette diversité typologique qu'offrent les sources médiévales. Le premier volume, qu'on connaît généralement sous le titre de Gesta de Louis le Pieux, que nous publierons sous le titre qui est probablement le titre sous lequel il a circulé au IXe siècle, La bonté de Louis le Pieux par Tégan, est une réflexion sur le règne de Louis le Pieux, une réflexion critique et une condamnation notamment de l'action de certains conseillers, en particulier l'archevêque de Reims, qui avait été promu par Louis le Pieux, qui était une personne qui a connu une carrière fantastique grâce à l'appui de Louis le Pieux et qui a trahi l'empereur. Et Tégan, qui est un membre de la vieille aristocratie franque, porte un regard très très critique sur les agissements des bons. Mais Tégan propose aussi, et c'est ce qui fait notamment son intérêt, l'intérêt historique de ce document, Tégan fait une analyse du règne de Louis le Pieux, qui est une présentation aussi de ce que devrait être un bon gouvernement, de ce qu'est un bon gouvernement, de ce qu'est un bon empereur, qui, en dépit de toute adversité, sert à la fois Dieu et son peuple. Le deuxième volume sera une anthologie, pour montrer très clairement donc, que nous comptons publier à la fois des sources monolithiques in extenso, mais aussi des anthologies thématiques ou des anthologies typologiques. Ce sera le cas avec ce deuxième volume, donc qui sera un recueil de diplômes des empereurs carolingiens et ottoniens, des diplômes qui sont tous transmis en originaux et qui donc proposeront aussi une sorte d'initiation à la diplomatique carolingienne et ottonienne en fournissant là encore un contact direct avec la documentation originelle. Et le troisième volume sera un traité politique, le traité d'Hincmar de Reims, donc vers la fin du IXe siècle. Hincmar de Reims, qui est un vieil archevêque qui a de l'expérience, propose à un jeune roi toute une série de conseils sur la manière dont il doit gouverner, sur la manière dont il doit organiser sa cour. Et ce traité De Ordinatio Palatii sera publié aussi avec les actes d'un concile qui s'est tenu en 881 à Fimes, auprès des reliques de Sainte-Macre, qui a été présidé par Hincmar de Reims et dont il est vraisemblablement l'auteur. Pourquoi est-ce que nous publions ces deux textes en regard? Tout simplement parce qu'il est fait allusion aux actes du concile de Fimes dans le De Ordine Palatii et que ces deux textes nous offrent donc la vision des évêques de la fin du IXe siècle sur ce que doit être un gouvernement idéal. Le quatrième volume, quant à lui, retour au principe du premier volume, sera un texte narratif d'historiographie qui présentera donc un autre aspect et une autre époque du Haut Moyen Âge.